Donc bonjour, on continue notre TD. Donc on avait vu dans un premier temps ce que ça voulait dire de la couverture contre le risque de taux dans un bilan bancaire. Donc un bilan bancaire, c'est on va financer un crédit, on va faire un crédit. Pour le financer, on va chercher de l'argent sur les marchés financiers. Et puis on avait dit la dernière fois, on commence avec le modèle le plus simple qui existe, c'est-à-dire un modèle à taux constant, et puis un modèle R égale constante. Quel que soit le temps, on a le même taux d'intérêt. Et là, on avait vu qu'on pouvait couvrir en duration ou en duration convexité. Et donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on visait à ce que la variation du bilan, la variation de valeur de l'actif, soit égale à la variation de valeur du passif. Alors, quand on écrivait ça, quand on écrivait première équation, on va se financer sur les marchés en émettant des obligations, et puis on va se couvrir contre le risque de taux. Quand on couvrait pour des petites variations du taux d'intérêt, on avait besoin de deux obligations. Et si on faisait un développement limité à l'ordre 2, en disant oui, on regarde les variations de prix, mais du coup, comme ça dépend du petit choc qu'il va y avoir sur les taux d'intérêt DR, un développement à l'ordre 2, on a besoin de la dérivée première, de la dérivée seconde. Et du coup, on s'était rendu compte que finalement, cette équation qui est dire que la variation du prix de l'actif dPA égale dPP, la variation du prix du passif, ça devenait deux équations. La première équation était de dire les durations sont égales entre l'actif et le passif, et puis les convexités sont égales entre l'actif et le passif. Alors, on se rendra compte, en tout cas, vous vous rendrez compte en faisant le TD, que si on se place 3 semaines plus tard ou un mois plus tard, on s'aperçoit que finalement la variation du prix de l'actif n'est pas tout à fait égale à la variation du prix du passif. Et alors, il faudrait en savoir les raisons. Les raisons, c'est déjà qu'il y a une erreur modèle. Alors, ça ne veut pas dire que la réalité est fausse par rapport au modèle, ça veut dire que le modèle est faux. Donc, le modèle est faux. Donc, pour chaque obligation, il y a un écart entre le prix observé sur le marché financier et puis le prix théorique qu'on calcule avec notre modèle où on dit avec un paramètre, on est capable de calculer le prix zéro coupon, c'est-à-dire le prix de 1 euro qui tombe à n'importe quelle date. Alors, synthétiser ce prix en un taux, c'est bien sympathique parce que ça permet de calculer n'importe quel échéancier et du coup de calculer le prix de marché, même s'il n'y a pas de marché, combien vaudrait un crédit. Alors maintenant, on va se dire, oui, si 3 semaines après, il y a un problème, ça peut être pour deux raisons. Alors peut-être qu'on a vu que c'est mieux de couvrir à l'ordre 2, parce que si le choc il est un petit peu important, la dérivée seconde a une importance dans le choc sur la variation du prix de l'actif et du passif. Donc il y a une fonction qui dépend de dr et de dr carré. Donc même si dr est petit, dr carré, il est encore peut-être pas si petit que ça. Et du coup, il a une influence. Donc, se couvrir en duration convexité, c'est peut-être un peu meilleur. Il n'en reste pas moins que pour un jour donné, on n'arrive pas bien à expliquer tous les prix de marché. Donc, un jour donné, quand on fixe le paramètre R, on s'aperçoit qu'on a des erreurs modèles qui sont relativement importantes. Et on peut se dire, tiens, c'est peut-être lié au fait qu'on a un taux constant. Donc, on va prendre un modèle toujours de taux, toujours déterministe, mais on va prendre maintenant une structure par taux, qui va dépendre du temps. Donc, un modèle paramétrique de la structure par terme des taux. Et du coup, on va se dire, c'est toujours la même problématique. On voudrait essayer d'avoir un modèle qui nous dit le prix de 1 euro qui tombe à n'importe quelle date. Donc, ce qu'on appelle le prix zéro coupon. Et du coup, vous vous souvenez, le prix zéro coupon, B de 0 de T1, c'est exponentiel de moins R0 T1 fois T1. Et ça, le R0 T1, c'est le taux zéro coupon. Donc, sur les marchés financiers, beaucoup de gens parlent en taux zéro coupon, d'autres parlent en prix zéro coupon, mais on voit qu'on peut passer facilement de l'un à l'autre. C'est qu'une question de norme. Alors ici, on va utiliser le modèle de Gamto. C'est un modèle qui avait été développé pour la Caisse des dépôts par Nicole El-Karoui, qui est professeur de finance. Et du coup, son modèle, il ressemble aussi à d'autres modèles qui existent. Donc, je vous cite le modèle de Nelson-Siegel. Et puis, vous voyez le modèle de Nelson-Siegel, si vous allez dans le détail, il ressemble très fortement au modèle Gamto.
Voilà. Donc, le modèle gamme-taux, il est défini comment? Il a 3 paramètres, R infini, S gamma. Et donc, il est défini par R de 0 T1, le taux 0 coupon, donc de 1 euro qui va tomber à la date T1. Quel est le taux d'intérêt? C'est R infini moins S, G1, une fonction de T1, plus gamma, G2, donc une fonction de T1. Et donc, cette fonction G1 de T, elle est définie par une fonction, 1 moins exponentielle moins AT sur AT, avec A égale 0,4 et G2 de T égale 1 moins exponentielle moins AT au carré sur 4AT. Alors, du coup, on va regarder un petit peu ce que ça veut dire. Alors, sans aller jusqu'au bout, voilà un petit peu ce que ça veut dire sur le modèle. Qu'est-ce que ça change pour le modèle? Ça change qu'il faut ajuster les 3 paramètres au lieu d'ajuster un paramètre. Alors, vous allez prendre, alors moi j'ai pris que 2 obligations, mais vous allez prendre toutes les obligations qu'il y a sur le marché. Et en fonction de toutes ces obligations sur lesquelles vous pouvez vous refinancer, vous allez calculer quels sont les paramètres du modèle aujourd'hui. Le jour 10, c'est le 15 décembre 1999, où on doit émettre ces obligations pour financer le crédit. Et donc, ce qu'il faut, vous avez vu, c'est qu'il va falloir calculer certaines dérivées. Alors, comment on va faire? Au début, on part, c'est comme pour le modèle à taux constant, on fixe des paramètres au hasard. Donc, fixons 6% pour R infini, 3% pour S, et puis gamma, j'ai fixé 0,07, et puis A, c'est un paramètre qui est fixe à 0,4. On fixe une valeur pour epsilon, et puis ici, prenons l'exemple de l'obligation de 2003, je calcule le 1er février 2000, ça fait 0,13 années, on l'avait calculé. Voilà le flux qu'il y a. Alors, il faut que je calcule R de 0T. R de 0T, c'est quoi? C'est, ici, c'est R infini, moins S fois G1 de T, qui est calculé là, plus gamma fois G2 de T. Alors, voilà, les G1 de T sont calculés, 1 moins exponentielle moins AT sur AT, et puis le G2 de T est calculé ici. Donc, c'est la même chose sur 4AT, mais avec un 1 moins exponentielle AT au carré. Voilà. Donc, on a calculé, c'est simple, notre fonction. Ça veut dire qu'en fonction de T, tout simplement, en fonction de T, on est capable de calculer le taux par la forme fonctionnelle mathématique qui donne le lien. Si on a les paramètres et qu'on connaît T, on est capable de calculer R. Donc là, ici, j'ai ma structure par terme du taux zéro coupon. Et alors, je peux calculer le prix zéro coupon après en faisant tout simplement exponentielle de moins le taux zéro coupon, exponentielle moins le taux zéro coupon fois le temps. Donc, ça me donne le prix zéro coupon. Alors, le prix zéro coupon, il est plus parlant dans une certaine façon parce que voilà, il est parlant en termes de prix. Ça veut dire que 9,5 le prix zéro coupon, pour 1 euro qui tombe dans 0,13 années, ça vaut 0,9958 € aujourd'hui. Donc finalement, mon flux actualisé, combien vaut 9,5 € vu d'aujourd'hui? Vu d'aujourd'hui, ça vaut, je vais prendre B0T fois le flux. 1 euro vaut cette valeur-là, donc j'ai 9,5 €. Donc voilà mon flux actualisé. Le flux que j'ai dans un an de 9,5 €, si ces paramètres sont les bons paramètres, le prix aujourd'hui vaut 9,46. Voilà. Et donc, si je fais les sommes de ces prix, je vais avoir quoi? Si je fais les sommes de ces prix, je vais avoir mon prix de marché, mon prix théorique. Donc, mon prix théorique, ça va être la somme de ces flux actualisés. Et puis, du coup, je vais avoir une erreur au carré lié à mon modèle. Supposons que les paramètres sont ceux-là, mon modèle me dit que ça vaut ça. En fait, ça vaut ça sur le marché. Donc, le carré de cet écart, ce sera la participation à mon erreur modèle globale.
Et du coup, bah là, si j'ai N obligations, bah, je vais le calculer pour toutes les obligations. Moi, j'ai calculé que pour 2 obligations. Hein. J'ai pris celle-là, et la 2019 et la 2003, parce que je suis paresseux, je n'ai pas voulu tout faire. Et puis, du coup, bah voilà, vous avez ici l'erreur modèle, qui est la somme de ces écarts au carré. Donc, quelque part, maintenant, ajuster les paramètres d'un modèle aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Hein. Vous allez dire, je vais utiliser le solver, et puis je vais dire, je vais minimiser. Donc là, C7, c'est bien l'erreur modèle. Les cellules variables à l'infini, ça va être R infini, S et gamma. R infini, S et gamma. Donc, change R infini, S, gamma pour minimiser cette erreur modèle qui là vaut 3,56. Parce qu'il est important, parce que vous voyez, entre le prix de modèle et le prix de marché, il y a quand même 0,5 € d'écart. Et donc, je lui demande de faire le calcul et il me dit, ben voilà, il me dit j'ai une erreur nulle. J'ai une erreur nulle et puis j'ai ajusté les paramètres et R infini vaut 5,85, S vaut 2,98 et gamma vaut 0,07. Vous allez dire c'est extraordinaire, on a une erreur nulle. Est-ce qu'elle est vraiment nulle? A priori, oui, elle est nulle. Vous voyez, elle vaut 10-8. Et puis le prix théorique et le prix de modèle sont à peu près égales. Parce qu'à partir du moment où vous avez plus de paramètres que d'obligations, vous pouvez ajuster, il y a de grandes chances que vous puissiez ajuster les paramètres pour qu'il y ait les deux égalités. À partir du moment où vous auriez 4 obligations, à ce moment-là, vous avez l'erreur modèle qui augmente parce que vous avez plus d'obligations que de paramètres. Donc, c'est logique que comme j'ai pris que 2 obligations, j'ai une erreur modèle nulle. Voilà. Mais vous, si vous prenez 4-5 obligations, vous allez avoir une erreur modèle qui ne sera pas nulle. Donc, voilà un petit peu la différence entre gamme taux et puis le R égale constante. Et puis, de la même façon, ce que vous allez pouvoir calculer, vous allez pouvoir calculer le prix en R infini plus epsilon, c'est-à-dire si vous augmentez de epsilon le taux R infini, donc uniquement un paramètre que vous augmentez de epsilon, à quel prix va être le théorique, va être l'obligation 2003. Et donc là, ici, vous voyez que j'ai calculé, là, ici, j'ai calculé ça ici. Donc, vous voyez, c'est les mêmes montants parce que le taux, il a augmenté de epsilon. Donc là, on n'a pas été assez loin pour voir les petites différences. Il faudrait aller plus loin. Voilà, il faudrait aller plus loin pour voir qu'il y a des petits écarts sur les flux actualisés. Alors, attendez que j'aille plus loin ici aussi. Donc, vous voyez, là, on commence à avoir des différences. Hein. Vous voyez, il y a un petit écart de prix. Donc, ça fait un prix qui a une valeur légèrement différente. Et là, vous voyez, la différence, c'est le porte-là. Le 4e chiffre après la virgule, il y a un petit centime d'écart. Donc, en R plus epsilon. Et donc, de la même façon, là, je vais pouvoir calculer la dérivée première par rapport à R infini, c'est-à-dire le prix en R infini plus epsilon moins le prix en R infini divisé par epsilon. Ça, c'est P' de R infini. De la même façon, mais je suis paresseux, je ne l'ai pas calculé, vous pouvez calculer la dérivée seconde et puis vous pouvez calculer, pareil, les dérivées par rapport à S et par rapport à gamma. Donc, si S augmente de epsilon, quelle est la variation de prix? Donc, vous avez les dérivées premières et les dérivées secondes. Donc, ça, vous allez faire exactement la même chose que ce que vous avez fait. Voilà. Alors, quel est l'intérêt du modèle gamme-taux? Le modèle gamme-taux, un de ses intérêts, c'est qu'il est interprétable. Alors, interprétable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites la limite de R0t quand t tend vers l'infini, vous allez voir que cette valeur-là, Sg1 de t, ça tend vers 0, et puis G2 de t tend vers 0. Donc finalement, ça tend vers 1 infini. Ça veut dire que le premier paramètre,
c'est en fait la limite du taux vers l'infini. C'est pour ça qu'on l'a appelé R infini. Et puis, si vous faites la limite de R0t quand t tend vers 0, c'est-à-dire les taux très très courts, le taux au jour le jour, le taux vraiment très court, limite quand t tend vers 0, ben vous allez voir que G1 de t tend vers 1 et G2 de t tend vers 0. Donc, ça tend vers R infini moins S. Donc, quelque part, vous vous rendez compte que S, c'est R infini moins la limite de R0t quand t tend vers 0. Donc, S, vous pouvez l'interpréter comme un spread entre le taux long et le taux court. Donc, c'est assez pratique, ça donne une interprétation financière. Voilà. Et alors, l'autre intérêt de ce type de modèle, c'est que cette forme fonctionnelle, avec des exponentielles et des exponentielles carrées, elle est suffisamment souple pour représenter un peu tout style de structure par terme des taux qu'on observe sur les marchés financiers. De temps en temps, le taux court il est plus haut que le taux long. De temps en temps, il y a des courbes un peu spéciales où ça monte au début, puis ça rechute ensuite. Et ça, vous pouvez le modéliser avec certains, en variant les paramètres, vous arrivez à fitter assez bien toutes les courbes qu'on observera sur le marché. Alors, que couvrir maintenant la question que couvrir avec K obligation? Alors, si on a K obligation pour assurer la couverture, il faut avoir K équations, hein, parce qu'on ne peut pas avoir plus d'équations, sinon on n'aura pas de solution dans notre résolution. Donc, la première équation, c'est bien de dire que le prix du crédit, c'est ce qu'on va trouver par notre financement sur le marché. On utilise tout le financement provenant des obligations émises pour financer le crédit. Et puis, la deuxième équation, c'est de dire que la variation du prix de l'actif est égale à la variation du prix passif. Et là, il faudra se limiter à K-1 équation. Et du coup, si on fait un développement limité à l'ordre 2 de cette équation, dPA moins dPP égale 0, à ce moment-là, on va s'apercevoir que en fait, il faut faire un développement limité en dr infini, en ds et en d gamma. Donc, ne serait-ce qu'en dr infini à l'ordre 2, on a ça plus 1/2 de ça fois dr infini carré. Donc, si on a un choc sur dr infini, ben à ce moment-là, la variation de prix, c'est ça. Puis, on aura la même chose par rapport à S et la même chose par rapport à gamma. Ça veut dire qu'on a une somme de 6 valeurs qui est égale à 0. Donc là, il y aura du dr infini, après plus un truc avec du dr infini carré, plus un truc avec du ds, plus un truc avec du ds carré, plus un truc avec du d gamma, plus un truc avec du d gamma carré. Et là, maintenant, il va falloir choisir si on a cette obligation. Bah, si on n'a que K obligation, si on a cette obligation, tout va bien, on peut se couvrir en dr infini, ds et d gamma à l'ordre 2. Sinon, on va choisir. Alors ça, c'est du coup empirique. Ça peut être empirique et il y a deux façons de le faire. La première façon, ce serait de dire, ben voilà, je vais utiliser des anticipations, j'ai des anticipations. Et par exemple, je ne sais pas pourquoi, que les taux longs vont bouger. Je pense qu'il va y avoir des interventions sur le marché, sur les taux longs. Et donc, dans ce cas-là, il faut que je me couvre en duration convexité par rapport à un infini, parce que j'aurai un choc d'air infini qui sera peut-être important. Et quitte à ne pas me couvrir en gamma. Donc, vous voyez, je vais pouvoir utiliser mes intuitions. Mais ça, c'est des anticipations. Hein. À ce moment-là, si j'ai cette anticipation, ben, je vais écrire mes 4 équations. L'un, c'est l'équation du prix. Et la deuxième, c'est la couverture en duration par rapport à un infini. La troisième, c'est en convexité par rapport à un infini. Et puis là, après, il me reste une marge de manœuvre et du coup, je me couvre en duration par rapport à S. Donc, je serai couvert un petit peu sur des petits chocs sur S et puis sur un peu plus gros chocs, puisque je suis couvert à l'ordre 2 sur R infini. Voilà. Et la deuxième façon de faire, ce serait de dire, alors là, il va falloir que je regarde dans cette équation-là, puisque je veux qu'une somme soit proche de 0, il faudrait que j'ai cette valeur-là, cette valeur devant le dr infini, je l'ai calculée par XL. Vous pouvez la calculer. Donc, ce qui vous manque maintenant, c'est d'avoir une idée de quel va être le dr infini demain. Et dr infini, pour demain, bah, vous ne savez pas ce qu'il peut être, sauf que
empiriquement, statistiquement, vous pouvez avoir une idée de la distribution statistique passée des chocs sur des infinis, et des S et des gamma. Donc, si vous avez une idée sur les chocs passés, vous avez une idée de la distribution de ce que pourra être des infinis demain. Et en fonction de ça, vous pouvez savoir qu'est-ce qui est le plus grand entre ces termes-là. Et du coup, contre quoi, statistiquement, vous préférez vous couvrir. Donc là, ça demanderait d'avoir tout un historique d'historique des chocs sur des infinis pour prévoir celui de demain. Et puis le choc que vous aurez demain, vous pouvez soit dire c'est stable dans le temps et puis je réutilise la même distribution, ou vous pouvez utiliser des modèles avec retard, des modèles AR, en disant voilà, je vais essayer de prévoir celui d'air infini demain par rapport à celui d'hier, d'avant-hier, d'avant-avant-hier avec des poids. Vous voyez, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire. En gros, ce que vous faites ici, c'est juste un petit aperçu de comment on observe les variations de prix, puis ex post, est-ce que ça marche sur le bilan ou pas? On se place 3 semaines après et puis on se dit, est-ce que notre couverture a été bonne ou pas? Alors, effectivement, ce n'est pas en une fois qu'on peut avoir une estimation statistique si c'est bien ce qui a été fait ou pas. Il faudrait avoir énormément de données et de tests pour pouvoir dire que la convexité est meilleure que la duration, etc. En tout cas, ce que vous risquez de vous apercevoir, c'est que sur un modèle type GAMTO, structure par terme des taux, vous avez beaucoup plus de précision et beaucoup moins d'erreurs modèle, même sur l'estimation journalière des prix. Donc, vous avez un modèle qui cale mieux déjà les prix théoriques par rapport aux prix de marché observés. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, est-ce que votre modèle est plus ou moins bon? Est-ce que des chocs sur les taux sont bien ceux qui arrivent dans la réalité? Et ça, vous pouvez savoir que un seul taux, ce n'est pas suffisant parce qu'on a fait des ACP sur les structures par terme des taux et leur évolution. Donc, la variation de la structure par terme des taux, quand on fait une ACP, on se rend compte qu'il faut au moins 2 facteurs pour estimer 80-85% des chocs observés. Et du coup, ça veut dire qu'il faut 2 paramètres. Donc, du coup, un modèle de structure où on a R infini et S, le taux court et le taux long, c'est déjà pas mal. On a plus de chances d'observer 85% de ce qui va se passer sur le marché. Donc voilà, maintenant, c'est des petites billes pour pouvoir commencer à penser puis résoudre le TD sur couverture d'un bilan bancaire par rapport au taux d'intérêt. C'est-à-dire comment mettre un passif qui soit en adéquation avec l'actif. Bonne journée à tous et bon TD. À bientôt.